Alors, le deuxième exercice, soit une poutre simplement appuyée aux deux extrémités et sollicitée en flexion. On note EI, le module de rigidité en flexion, L, la longueur, A, la section et ρ, la densité. La masse totale de la poutre est M égale ρ à L. Nous savons que les modes propres d'une telle poutre sont donnés par phi indice n de x égale sinus npx sur L. Première question, utilisez le quotient de Rayleigh pour trouver les pulsations propres. Alors, dans l'indication, j'ai donné un certain nombre de quotient de Rayleigh en fonction de la situation. Donc pour un système à n degrés de liberté, pour un système continu sollicité en traction, compression, en flexion, en torsion, etc. Bien sûr ici, donc j'ai une sollicitation en flexion. Ok, en flexion. Donc le quotient de Rayleigh, c'est égal l'intégrale de 0 jusqu'à L, le module de rigidité en flexion, fois phi n seconde de x au carré dx divisé par l'intégrale de 0 jusqu'à L, ρ a phi n de x au carré dx. Donc ça c'est l'énergie potentielle sur l'énergie cinétique spécifique. Alors, nous avons phi n de x égale sinus npx sur L. Par conséquence, la dérivée seconde par rapport à x, c'est égal à moins np sur L au carré sinus npx sur L. Et par conséquence, le quotient de Rayleigh, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à L, EI, NP sur L à la puissance 4, puisque j'ai déjà ici au carré et là au carré, phi n de x au carré dx, divisé par le même dénominateur, 0 jusqu'à L, ρ a, phi n de x au carré dx. Donc, c'est égal à npi sur L à la puissance 4, EI, puisque EI constante, ρ a constante, donc je peux le faire sortir. Et là, je peux simplifier par l'intégrale de 0 jusqu'à L phi n de x au carré dx. Voilà. Alors, et tout ça, c'est égal, c'est-à-dire le quotient de Rayleigh pour un mode n, c'est égal à la pulsation propre de même ordre au carré. Donc les pulsations propres, c'est égal à npi sur L au carré, racine carrée de EI sur ρ a, qu'on peut aussi écrire npi au carré, racine carrée de EI sur ρ a L à la puissance 4, qu'on peut aussi écrire npi au carré, racine carrée de EI m L à la puissance 3, puisqu'on nous dit que la masse totale c'est égal à ρ à L. On voudrait simplifier le système en le discrétisant en trois masses identiques disposées régulièrement le long de L et reliées par quatre ressorts de même raideur. En utilisant la méthode des coefficients d'influence, trouver la matrice des raideurs et la matrice des masses. Donc, maintenant, on a l'habitude. Donc, la matrice K est obtenue en appliquant la méthode des coefficients d'influence. Donc, par exemple, pour trouver la première colonne, on va
imposer un déplacement unitaire à la première masse et bloquer les deux. Et donc là, la première masse va ressentir, soi-disant, une force de 2K. Il va transmettre à la deuxième masse moins K et 0 à la troisième masse, puisque si la deuxième masse est bloquée, aucun mouvement n'est transmis, donc aucune force n'est transmise à la masse 3. Et la matrice, elle est symétrique, donc je trouve aussi la première ligne. Maintenant, j'applique à la deuxième masse un déplacement unitaire, et donc là j'ai 2K. Une force moins K est transmise à la première masse et à la troisième masse, puisque toutes les raideurs ils sont kiff. Et de la même manière, la matrice K elle est symétrique, donc je trouve cet élément, donc K 3, 2. Et en fait, le système est symétrique, donc ici j'ai 2K moins K0, je devrais trouver la même chose dans l'autre sens. Voilà. La matrice M. Alors en fait ici le M n'est pas le M de l'énoncé, donc je l'ai appelé M'. Et donc c'est égal à M' fois l'identité, mais M' c'est 1/3 de la masse. Voilà, 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc voilà les matrices K. Troisième question, les modes propres du système discrétisé correspondent aux modes du système continu. Les déplacements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les déplacements des masses pour un mode donné, ils correspondent au déplacement des points correspondants du système continu. Ça veut dire que, bon, je veux voir le déplacement, ça c'est le système continu d'un point qui est un abscisse X. Donc ici, je vais avoir le déplacement physique d'un point quelconque sur le système continu qui va correspondre au déplacement horizontal du système discrétisé. Donc si X correspond, je vais avoir le même déplacement. Trouver les trois pulsations propres en utilisant le quotient de Rayleigh. Donc pour utiliser le quotient de Rayleigh, il faut d'abord trouver le déplacement qui correspond à un mode. Donc pour le premier mode, donc c'est égal à sinus pi x sur L. J'ai mon système à 3 masses. Voilà. Cette masse-là, elle est par rapport à l'extrémité gauche à x égale à L sur 4. Ici, L sur 2. Et ici, 3L sur 4. Donc, il suffit de calculer le déplacement d'un point, par exemple, pour la première masse, située à partir de l'extrémité gauche à une distance de L sur 4. Ok. Le déplacement, donc phi1 de L sur 4, c'est égal à pi sur 4, ou bien racine de 2 sur 2. Ok. Puis, le déplacement de la deuxième masse qui se trouve en L sur 2, ça donne sinus pi sur 2, et donc 1. Et phi1 de 3L sur 4 égale sinus 3 pi sur 4. C'est aussi racine de 2 sur 2. Donc le premier vecteur propre qui correspond au système discrétisé, c'est racine de 2 sur 2, 1 et racine de 2 sur 2. Et donc le quotient de Rayleigh, c'est égal à racine de 2 sur 2, 1, racine de 2 sur 2, fois la matrice Rayder, 2K moins K 0, moins K 2K moins K, 0 moins K 2K, fois racine de 2 sur 2, 1
racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2, 1, racine de 2 sur 2, m sur 3 fois racine de 2 sur 2, 1, racine de 2 sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que le premier quotient de Rayleigh égale à 3k sur m, 2 moins racine de 2. De même, le deuxième mode, c'est égal sinus 2pi x sur L. Donc, phi2 de L sur 4, c'est-à-dire le déplacement correspondant de la première masse, c'est égal à 1 sinus pi sur 2. Et phi2 de L sur 2, c'est égal à sinus de pi, et donc 0. Et phi2 de 3L sur 4, c'est égal à sinus 3pi sur 2, et donc moins 1. Donc le deuxième quotient de Rayleigh, c'est égal à 1, 0, moins 1, fois la matrice K, fois le vecteur A0, moins 1, divisé par 1, 0, moins 1, m sur 3 fois le vecteur 1, 0, moins 1. Alors, tout calcul fait, on trouve 6k sur m. Et puis, le troisième mode, donc le phi3 de i, sinus 3px sur L. Et donc, phi3 de L sur 4, c'est égal à sinus 3pi sur 4, et donc racine de 2 sur 2. Phi3 L sur 2, c'est égal à moins 1, puisque c'est égal à sinus 3pi sur 2. Et phi3 3L sur 4, c'est égal à sinus 9pi sur 4 est égal à moins racine, est égal à racine de 2 sur 2, pardon, racine de 2 sur 2. Et donc le quotient de Rayleigh, c'est égal à racine de 2 sur 2 moins 1, racine de 2 sur 2 fois k, fois la même chose, racine de 2 sur 2 moins 1, racine de 2 sur 2, divisé par racine de 2 sur 2 moins 1, racine de 2 sur 2, m sur 3 fois le même vecteur. Et donc, tout calcul fait, je trouve 3k sur m, 2 plus racine de 2. Quatrième question, trouver k pour que, c'est-à-dire la raideur du ressort que nous avons utilisé, pour que la première pulsation propre du système discret coïncide avec la première pulsation propre du système continu. Calculer l'erreur commise sur les deux autres pulsations propres. Donc je rappelle, nous avons discrétisé une poutre sollicitée en flexion en mettant 3 masses liées par 5 ressorts. Alors on voudrait calculer ce ressort pour faire coïncider, ici pour cette question, la première pulsation propre avec la pulsation propre du système continu. Et donc, la première pulsation propre que nous avons calculée, qu'on vient de calculer, c'est oméga 1 égale racine carrée de la valeur propre trouvée, 3k sur m, 2 moins racine de 2. Et le système continu me donne, c'est n pi au carré, n égale à 1, et donc ça fait pi au carré, racine carrée de EI sur m, L à la puissance 3. Donc si on a égalité, 1
Donc la pulsation propre du système discret coïncide avec la pulsation du système continu, ça implique, donc j'ai 3K sur M 2 moins racine de 2 égale à pi à la puissance 4 EI sur M L à la puissance 3. Je simplifie par M et j'ai l'expression de K. K égale à pi à la puissance 4 divisé par 3 2 moins racine de 2 EI sur L à la puissance 3. Alors dans ce cas-là, la deuxième pulsation propre, nous avons trouvé, bon, c'est racine carrée de ce que nous avons trouvé, de la valeur propre, 6K sur M. Et donc je remplace K par son expression, puis à la puissance 4 trouvée à partir de cette donnée. On voudrait faire coïncider la première pulsation propre du système discret avec le système continu. Et donc sur 3, 2 moins racine de 2, EI sur... Voilà. Et pour le système continu, oméga 2c, c'est égal à 2 pi au carré, racine carrée de EI sur M, L à la puissance 3. Donc, si on fait coïncider les deux premières pulsations propres, les deuxièmes pulsations propres, celles qui correspondent au système discrétisé et système continu, voilà, on les a trouvées. Et l'erreur, donc l'erreur, c'est oméga 2c, oméga 2 sur oméga 2c moins 1 fois 100. Et là, on trouve une erreur de moins 78%. Donc, si on fait coïncider les deux, la première pulsation propre entre le système discrétisé et le système continu, donc là, si on a une erreur de 0%, l'erreur sur la deuxième pulsation propre est de moins 78%. Et là, on commet une erreur par défaut. Et pour la troisième pulsation propre, c'est racine carrée de 3K sur M, 2 plus racine de 2. Je remplace K par son expression qu'on a trouvé, 2 plus racine carrée de M, et K, nous avons trouvé que c'était pi à la puissance 4 sur 3, 2 moins racine de 2, EI sur L à la puissance 3. Et bien sûr, oméga 3C, c'est égal à 3 pi au carré, racine carrée de EI sur L3. L'erreur est W3 sur W3C moins 1 fois 100, qui est dans notre cas égal à moins 73,17%. Là aussi, on commet une grande erreur et en plus par défaut. Même question si on voudrait que la deuxième pulsation propre du système discret coïncide avec la deuxième pulsation propre du système continu. On demande aussi de calculer les erreurs. Donc, je rappelle que à la question 4, on a fait coïncider la première pulsation propre du système discrétisé et du système continu. Nous avons trouvé une grande erreur au niveau de la deuxième pulsation et de la troisième pulsation propre. Voyons voir maintenant si on fait coïncider plutôt la deuxième pulsation propre. Et donc, comme tout à l'heure,
on sait que pour le système discrétisé, la pulsation propre, c'est racine carrée de 6K sur M. Et du système continu, c'est égal à 2pi au carré, racine carrée de EI sur M, L à la puissance 3. Donc, oméga 2 égale oméga 2C, ça donne K égale à 8pi à la puissance 4 sur 3 EI L à la puissance 3. On doit calculer maintenant les erreurs commises sur la première pulsation et sur la troisième. Donc oméga 1 c'est égal à racine carrée de 3K sur M, 2 moins racine de 2. Donc c'est égal à racine carrée de 3 sur M, 2 moins racine de 2, fois l'expression que nous avons trouvée, 8pi à la puissance 4 sur 3, EI sur L3. Et la première pulsation continue, c'est pi carré, racine carrée de EI sur L à la puissance 3. Donc l'erreur, c'est oméga 1 sur oméga 1C moins 1 fois 100. Et là, on trouve une erreur de 116, c'est encore pire, 47%. En plus, l'erreur est par excès. On trouve une valeur supérieure. Tout à l'heure, nous avons obtenu des valeurs par défaut. Voilà. Et la troisième pulsation propre, on va voir maintenant l'erreur commise. Donc, c'est 3K sur M 2 plus racine de 2 égale 3 sur M 2 plus racine de 2 fois le cas que nous avons trouvé, oui, pi à la puissance 4 sur 3 EI sur L à la puissance 3. Et la troisième pulsation du système continu, c'est 3pi carré, racine carrée de EI sur ML à la puissance 3. L'erreur, c'est oméga 3 sur oméga 3C moins 1 fois 100. Et là, on trouve moins 41,93%. Donc là aussi, une grande erreur et par défaut. Donc ça veut dire que ce que nous avons fait, passer d'un système continu sollicité en flexion, on le discrétise en utilisant 3 masses et 5 ressorts, 4 ressorts, identiques, c'est très mauvais. Parce que si on fait coïncider, par exemple, on cale la première pulsation du système discret avec la première pulsation du système continu, on a un grand écart au niveau de la deuxième et de la troisième. Ici, on cale la deuxième pulsation propre, idem, on a un grand écart. Donc, c'est très mauvais comme approche. Peut-être ce qu'il va falloir faire, c'est, par exemple, pour garder la symétrie du problème, prendre 2 raideurs différentes. Et par exemple, ici, avoir 3 masses et chercher les coefficients. Ici, on distribue la masse pas uniformément, mais toujours en gardant donc la symétrie par rapport au milieu, et puis déterminer K1 et K2 pour que l'erreur ne soit pas aussi importante. Sixième question, la poutre est sollicitée par une force harmonique de pulsation oméga d'expression, c'est-à-dire la force, il a comme expression F0 sinus oméga t en X égale à L. Donc voilà notre poutre. En X égale à L, on va appliquer une force harmonique
sinus oméga t. On ne considère que la solution particulière correspondant au régime permanent. L'équation du mouvement, je la donne. Hein, ρ a, dérivée seconde par rapport au temps de W, où W c'est le déplacement d'un point le long de la poutre qui dépend du X et de T, plus EI dérivée quatrième de W par rapport à X égale la force externe, le long de la barre. Ici, on a une force concentrée. Alors, la déformation, c'est-à-dire la solution, c'est la somme de contribution de tous les modes que je considère, en utilisant donc la méthode de séparation des variables, comme produit de deux fonctions, une qui ne dépend que de X et l'autre qui ne dépend que de T. Les modes sont déjà donnés dans l'énoncé, ça veut dire que yn de X, c'est les fameuses phi n de X, égale sinus npx sur L. Nous avons aussi trouvé la pulsation propre, oméga n égale npi au carré, racine carrée de EI sur ρ à L à la puissance 4. Alors, on demande de démontrer que Qn0, donc je m'intéresse à la solution particulière, donc le Qn de t, je l'écris sous forme de Qn0, il va avoir la même pulsation et la même forme. Donc on voudrait démontrer que le Qn0 c'est égal, c'est donné en fonction de la force, l'amplitude de la force appliquée, de la masse, de la pulsation propre et la pulsation d'excitation. Donc allons-y. Donc on va considérer d'abord comment on va écrire la force. En fait, F de x et de t, puisqu'on a une force concentrée, c'est égal à F0 sinus oméga t. Si je m'arrête, ça veut dire que partout, hein, pour n'importe quel x, j'ai une force harmonique. Ça veut dire une force distribuée. Or, notre force, elle est concentrée. Et donc, je multiplie par la fonction delta, hein, la fonction de Dirac, x moins L sur 4. Ok, je vous rappelle que la fonction delta, par exemple pour delta x moins L sur 4, elle est nulle partout, sauf en x égale à L sur 4. D'accord? Alors maintenant, on va injecter la solution sigma sur n de yn qn dans l'équation du mouvement. Et donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Rho a, la somme sur n, et W, c'est le produit d'une fonction de x et d'une fonction du t, donc yn de x que je connais, dérivée seconde de t plus EI sigma sur n. Alors, dérivée quatrième de yn de x, dx à la puissance 4, fois qn de t égale à f0 sinus oméga t delta x moins L sur 4. Ok. Alors, puisque j'ai qn égale à qn0 sinus oméga t, ça veut dire que la dérivée seconde, c'est égal à moins oméga carré fois qn de t. Et donc, cette équation s'écrit moins oméga carré sigma de n. Je vais faire sortir le oméga carré, sigma de yn de x, qn de t. Et puis,
puisque j'ai y égale sinus npx sur L, la dérivée quatrième de yn, c'est égal à npi sur L à la puissance 4 fois yn de x. Okay, donc plus EI, sigma sur N, npi sur L à la puissance 4, yn de x, qn de t, tout ça égale f0 sinus oméga t delta de x moins L sur 4. Alors on a un problème parce que tout est mélangé. Tous les modes ils sont mélangés. Donc on va faire ce qu'on a fait pour un système à plusieurs degrés de liberté. On va découpler les équations de mouvement. Et pour cela, nous allons multiplier par un mode I. Puis, on va intégrer le long de la barre, sachant que les modes, ils sont orthogonaux entre eux. Donc, l'intégrale de 0 jusqu'à L, yn de x, y de n de x, dx égale à 0 si n différent de i. Donc, allons-y, on va multiplier par un mode différent. Et donc, on voit que la somme infinie, de n égale à 1 jusqu'à l'infini, il va disparaître, on va avoir un seul terme. Donc, j'ai moins rho a oméga carré fois... Alors, qu'est-ce que je vais avoir? L'intégrale de 0 jusqu'à L, yi de x, yn de x, dx, qn de t. Alors le qn de t, je vais le remplacer par qn0 sinus oméga t. Alors puisque le sinus oméga t ne dépend pas de x, etc., je vais le faire sortir de l'intégrale. Et donc je vais avoir qn0 fois sinus oméga t. Alors j'ai ici sinus oméga t, en fait je vais anticiper, je vais simplifier. Je vais éliminer le sinus oméga t. Alors EI, là aussi j'ai une somme infinie qui va disparaître. Je vais avoir uniquement donc alors ici c'est le 1i et non pas n. Alors je vais avoir i pi sur L à la puissance 4, l'intégrale de 0 jusqu'à L de yi de x au carré en fait dx qn0 égale l'intégrale de 0 jusqu'à L f0 sinus i, ça c'est le yi, pi x sur L, delta x moins L sur 4 dx. Alors, l'intégrale de 0 jusqu'à L d'une fonction f de x delta x moins a dx, c'est égal à f de a. Donc si j'ai une fonction quelconque, puis je le multiplie par la fonction de Dirac en x égale à a, en fait je trouve que cet R c'est égal à f de a. Alors c'est ce qu'on a ici en fait. Donc c'est égal à f0 sinus i pi. Je remplace x par L sur 4. Et donc là je vais avoir ip sur 4. Donc qu'est-ce que j'ai en fait?
je peux mettre le Qn0 en facteur. Facteur de quoi? Je peux aussi diviser par ρA. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, oui, l'intégrale de 0 jusqu'à L de sinus I πx sur L au carré dx égale L sur 2. Nous l'avons vu maintes fois. Donc, moins ρA L sur 2 oméga carré plus EI I pas N, c'est I. I. Hein, puisque dans la somme, tous les termes où nous avons N différents de I, le produit, l'intégrale du produit YN disparaît. Et donc, il ne reste qu'un seul élément qui correspond à N égale à I. Donc, IP sur L à la puissance 4, là aussi je L sur 2, égale F0. Alors, le sinus I pi sur 4, je le garde. Autre chose, donc j'ai le oméga I au carré, c'est égal à IP au carré, à la puissance 4, puisque j'ai élevé au carré, fois EI sur ρA L à la puissance 4. Donc je vois si je remplace par exemple IP sur L, oméga I au carré, si je l'écris comme ça, IP sur L à la puissance 4, EI sur ρA. Donc je vois que ce terme-là, je peux le remplacer par oméga I au carré, ρA sur EI. Et je vois, j'ai un terme que je peux mettre en facteur, c'est ρA L sur 2. Et donc, je vais avoir QI0, c'est égal à F0 sinus IP sur 4, divisé par ρA L sur 2, facteur de oméga I au carré moins oméga carré. Ou bien, le QI0, c'est égal à 2 fois F0 sur M, c'est la masse totale, sinus I pi sur 4, divisé par oméga I au carré, moins oméga carré. Donc je vois que si la pulsation d'excitation coïncide avec une des pulsations propres, je vais avoir l'amplitude de vibration qui va tendre vers l'infini. Donc ça va correspondre à une résonance. Et donc en fait, c'est la formule qu'on nous a demandé de démontrer. Donc si je calcule le 4K0, c'est-à-dire l'amplitude qui correspond au quatrième mode, je trouve c'est 2F0 sur M sinus pi divisé par oméga 4 au carré moins oméga carré. Et c'est égal à 0. Et donc, dans l'écriture WXT égale sigma de n égale à 1 jusqu'à l'infini yn de x qn0 sinus oméga t, je vois que pour n égale à 4, il n'y a pas de terme qui correspond à n égale à 4. Et donc le quatrième mode ne contribue pas.
Alors, pourquoi? Donc, il ne suffit pas de dire, OK, Q40 égale 0, mais physiquement, pourquoi? Parce qu'en fait, le quatrième mode, Y4 de x, c'est égal à sinus 4 pi x sur L. Et donc, le quatrième mode pour le quatrième mode, on applique une force qui correspond à un nœud pour ce mode. Et donc, il ne sera pas excité. Idem, en fait, pour tous les termes où vous avez i pi sur 4 égale à kpi. Chaque fois que vous avez un multiple de pi, ce mode-là ne va pas être excité, il ne va pas apparaître dans la réponse. Et donc, pour i égale à 4 pi 4 k. Tous les multiples de k. Donc, le quatrième mode, le huitième mode, le 12e mode, etc. Tous les multiples de 4 ne vont pas apparaître dans la réponse.